Bonjour à tous, Fabien de la Salise. Vous m'entendez bien? Bonjour Fabien, oui, on vous entend. C'est bon, on vous entend très bien, merci. Excusez-moi pour mon retard. Alors, du coup, je vais vous proposer de commencer. Les retardataires nous rejoindront au fur et à mesure. Alors, bienvenue de nouveau pour ce webinaire sur le Innovation Fund Small Scale, donc qui est organisé par 4 pôles de compétitivité qui vont se présenter très rapidement et très prochainement. L'idée, c'est vraiment de vous présenter ce dispositif et donc nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui 4 intervenants que nous remercions bien évidemment pour leur participation. Alors, nous aurons, après la présentation des pôles organisateurs, une première intervention du programme par Fabien de la Salise, donc, qui est le point de contact national du dispositif pour la France. Et nous enchaînerons ensuite avec un retour d'expérience, je dirais, du cabinet de conseil Inextenso Innovation Croissance, pardon pour le petit tambouille sur la prononciation, qui a l'expérience d'accompagner justement des entreprises sur ce dispositif et qui pourra répondre à toutes les questions techniques et pratiques que vous pouvez vous poser sur ce programme qui est vraiment très particulier. Et on terminera par un témoignage du pôle Avenia. Merci Emmanuel pour ta contribution sur ce retour d'expérience. Et comme l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de vous apporter des questions que vous vous posez bien évidemment, d'apporter des réponses aux questions que vous vous posez. On terminera par un temps d'échange pour que vous puissiez librement poser vos questions directement aux intervenants. Donc ça, c'est un petit peu le programme de cette heure de webinaire. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole donc à mes collègues des autres pôles. Donc, je les ai organisés par ordre alphabétique et donc nous allons commencer par Aerospace Valley. Diego, c'est à toi. Merci beaucoup Bérénice. Donc, bonjour à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire. Donc, on m'a donné comme tâche de présenter succinctement le pôle pour laisser le temps aux intervenants de présenter l'Innovation Fund. Donc, sans plus tarder. Donc moi, de mon côté, je m'appelle Diego Carvalho, je suis chargé de projet européen chez Aerospace Valley, donc basé à Bordeaux. Alors concrètement, à Aerospace Valley, notre but, c'est de cibler 3 filières clés qui sont l'aéronautique, l'espace et les drones. Donc majoritairement en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. Et via ces 3 filières, on a aussi une action sur des technologies qui sont transverses, sur tout ce qui va être usine du futur, intelligence artificielle, tout ce qui va être matériaux, tout ce qui va être énergie, tout ce qui va être système embarqué. Et dans ce sens-là, on accompagne les entreprises du territoire, donc de la PME au grand groupe, à aborder les challenges de ces technologies, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau européen. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, de revenir vers nous et on se fera un plaisir de vous présenter le pôle de manière un peu plus complète. Merci beaucoup. Merci Diego. On passe de suite à Avenia. Alors, je ne sais pas si c'est Emmanuel ou Étienne qui... Je vais m'en occuper. Merci. Du coup, je vous présente le pôle Avenia. Donc, c'est un pôle de compétitivité de la filière sous-sol. On compte environ 250 adhérents et on est basé donc à Pau, en Nouvelle-Aquitaine. On structure notre action autour de plusieurs grands programmes qui sont autour des thématiques du sous-sol. On a Picasso qui va s'intéresser à tout ce qui est stockage de CO2. Alina qui s'intéresse aux problématiques de l'approvisionnement en métaux rares et Earth2 qui est plutôt autour de l'hydrogène naturel mais aussi du stockage de gaz. Et on travaille actuellement sur un autre programme sur la géothermie, donc très actuel encore. Et dans nos adhérents, donc on compte aussi des grands groupes, des PME, des laboratoires de recherche et des représentants donc, des pouvoirs publics. Et pareil, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à revenir vers moi pour la suite. Merci. Merci, Étienne. Lucie, je te laisse la main. Merci. Bonjour à tous. Donc, Lucie Tristan, chargée de projet européen chez ID4 Mobility. Donc, ID4 Mobility est basé sur le Grand Ouest, donc de la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine, en passant par les Pays de la Loire. Donc, on est l'écosystème des mobilités terrestres du Grand Ouest. On travaille sur différentes thématiques de la mobilité. Donc, on peut citer les services de mobilité, les infrastructures de transport, les véhicules et mobiles, mais aussi tout ce qui est autour des industries de la mobilité.
Et donc, on accompagne nos adhérents. Donc, on a environ 400 membres pour répondre à leurs enjeux d'innovation et de transformation autour de la mobilité. Et puis, on est aussi présent sur l'Europe avec des projets européens. Merci, Lucie. Et donc, je termine. Donc, le pôle de compétitivité Exil au futur, donc, qui est le pôle pour la filière forêt, bois, chimie, énergie. Donc, on couvre toute la chaîne de valeur de l'arbre à la forêt jusqu'à toutes les utilisations du bois, y compris le volet chimique et énergique, comme je disais tout à l'heure. Nos adhérents, donc, ils sont environ 260, essentiellement des PME, start-up. On a assez peu de grands groupes, finalement, dans la filière. Et nos adhérents travaillent sur des sujets liés à la bioéconomie forestière. Et donc, forcément, les enjeux de décarbonation de l'industrie et des énergies fait partie vraiment des challenges, des enjeux sur lesquels ils travaillent. Et c'est ce qui explique aussi l'organisation de ce webinaire, donc avec mes collègues des autres pôles. Bien évidemment, je reste à votre disposition pour plus de précisions sur les atouts de la filière forêt-bois et les projets d'innovation. Et je vais laisser bien évidemment la parole à Monsieur de la Falise pour présenter le programme. Donc, Monsieur de la Falise, c'est moi qui gère les slides. Donc, vous me faites signe, en fait, quand vous voulez passer au slide suivant. Parfait, merci. Je ne retrouve plus mon écran, je reviens dans une seconde, c'est bon. Donc, merci de m'avoir invité donc, pour présenter donc, le dispositif de l'Innovation Fund, un dispositif qui est à la main de la Commission européenne. Donc moi, je suis Fabien de la Falise, je suis le point de contact national sur l'Innovation Fund, qui est situé donc à la DGEC, au ministère de la Transition énergétique. J'ai également en charge de coordonner l'action de l'innovation au sein de la direction de la DGEC. Et je suis coordinateur national d'une stratégie d'accélération au SGPI, le secrétariat général pour l'investissement, qui est rattaché au service rattaché au Premier ministre. On peut passer à la prochaine slide. Donc, comment ça marche, l'Innovation Fund? Ça marche avec le marché des ETS. Hein. Le marché des ETS, qui est une directive qui date de 2018, qui permet donc, qui a mis en place un marché où ils peuvent acheter des quotas CO2, des entreprises peuvent acheter des quotas CO2 pour pouvoir émettre des émissions carbone, ou également, si elles n'ont pas besoin au cours de l'année, de revendre ces quotas CO2. Et ce marché, l'Innovation Fund, pardon, est abondé par les revenus de ce marché, le marché des ETS. Ce qui représente actuellement pas mal d'argent. J'ai plus les montants en tête, mais ça doit être pas loin de 100 milliards d'euros. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est le fonds innovation dépend du prix de la tonne de CO2 qui fluctue dans ce marché. Actuellement, la tonne de CO2 se vend autour de 100 euros. Et les trajectoires de la Commission européenne, qui avaient été faites en 2018, présentaient un prix de tonnes de CO2 autour de 20 euros en 2023. Donc, on a pratiquement 60 points de base de plus actuellement. Donc, c'est un dispositif qui marche bien, notamment pour la France, pour nos entreprises françaises. On a plusieurs lauréats français dans ces dispositifs. Et au total, la France est plutôt nos bénéficiaires. C'est le second pays qui rapporte le plus d'argent dans ce dispositif de l'Innovation Fund. Alors, comment ça marche, l'Innovation Fund? Ça fonctionne avec 2 appels à projets par an. Le Small Scale Project et le Large Scale Project. La différence entre les deux, c'est l'ampleur des projets qui pourront être financés. Dans le petit, ça concerne des projets qui ont un CAPEX entre 2,5 et 7,5 millions d'euros. Pour le Large Scale Project, ce sont des projets qui sont au-dessus de 7,5 millions d'euros. Sans limite. J'ai vu passer des projets français autour de 1,5 voire 2 milliards d'euros en investissement. Chaque appel à projet donc il y a une enveloppe qui est accordée sur chaque appel à projet. Pour le Small Scale Project, on est autour de 100 millions d'euros. Et pour le large, un minimum de 1 milliard d'euros.
mais il faut avoir en tête que comme il y a beaucoup d'argent, la commission augmente chaque année l'enveloppe du large scale project. L'année dernière, nous étions sur une enveloppe de 2 milliards et cette année, on était sur une enveloppe de 3 milliards. Donc, l'Innovation Fund permet de financer, de soutenir les CAPEX et les OPEX, jusqu'à 60% des coûts qui sont éligibles. Alors, c'est un soutien financier qui n'est pas considéré comme étant une aide d'État, c'est ce qui en fait son charme. Hein. Également, point intéressant, contrairement à Horizon Europe, il n'est pas nécessaire d'avoir un consortium de pays ou de pays différents pour candidater à l'Innovation Fund. Ça, on peut y aller seul. Une seule PME peut y accéder, une seule grande entreprise peut y accéder. Donc l'objectif de l'Innovation Fund, c'est de promouvoir, de porter des projets qui permettent de décarboner les process industriels, d'une manière générale, de décarboner, qui ont un potentiel de décarbonation de l'industrie ou d'autres technologies. Je pense à l'énergie renouvelable, etc. À noter également que comme ce dispositif marche bien, il va y avoir une ouverture du périmètre du marché des ETS au maritime et à l'aviation prochaine. Juste pour rester encore sur cette diapo, il faut avoir en tête que l'Innovation Fund, c'est un concours. Donc, les dossiers sont notés sur des critères qu'on va voir. Et donc, c'est quelque chose qui est assez exigeant. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, je fais un focus là sur le 3e appel à projet qui concerne plutôt les PME, hein, qui est sorti le 31 mars et qui se clôture le 19 septembre 2023. Donc, comme j'ai dit, donc, il y a une enveloppe actuellement de 100 millions d'euros qui sera partagée entre les meilleurs projets qui auront eu les meilleures notes dans les 5 critères de l'Innovation Fund. Ensuite, les projets qui n'auront pas eu cette subvention se verront, les autres meilleurs projets se verront soutenus à hauteur de 5 millions d'euros pour le développement de leur projet et ça concernera donc les 20 autres meilleurs projets. Ce qu'on appelle le PDA, c'est le Project Development Assistance en fait. Tout ça, c'est bien précisé dans le cahier des charges. Je vous invite à aller le lire pour en connaître un peu plus. Au niveau du calendrier, je trouve que c'est un process qui va assez vite. Hein. C'est assez rapide pour Innovation Fund, puisqu'on aura les résultats. Les premiers résultats sont attendus au premier trimestre 2024. Hein. Donc, à noter, hein, donc c'est un concours assez strict. La procédure d'évaluation se fait en un seul tour. On télécharge le dossier, on charge le dossier sur le site de l'Innovation Fund et il n'y a pas de demande de complément, il n'y a pas d'oral à passer, c'est du one shot. Également, point très intéressant pour les PME, elles peuvent se faire accompagner par la BPI dans le dispositif DIAG Europe pour le montage du dossier. Ça permet de soutenir financièrement le montage du dossier dans une prise en charge de 50% des coûts de montage du dossier dans une enveloppe qui n'excédera pas 20 000 euros. Donc, n'hésitez pas à contacter l'équipe DIAG Europe. Je vous ai mis l'adresse ici sur cette slide. On peut passer à la prochaine diapo, merci. La prochaine diapo, je fais un focus sur les critères de sélection. Il y a 5 critères de sélection qui sont importants dans l'Innovation Fund. Le degré d'innovation, les émissions de GES évitées, qui seront évitées dans le projet, la maturité des projets, la capacité de déploiement industriel et la réplicabilité, et la rentabilité. Ce qu'on appelle rentabilité, c'est surtout le ratio, en fait, c'est de subvention demandée sur les émissions absolues de gaz à effet de serre évitées. Alors oui, dans l'Innovation Fund, c'est le porteur de projet qui fixe la subvention qu'il demande, qu'il souhaite. Et donc, évidemment, il ne faut pas qu'il soit trop gourmand, puisque on va juger de sa crédibilité au regard de ce ratio.
plus la subvention sera élevée et plus ce ratio, cette note notée sur 12 points pourra éventuellement être dégradée en fonction des émissions de gaz à effet de serre qui pourront être évitées. Donc, il faut bien se positionner sur ce ratio, sur cette demande de subvention. Il ne faut pas qu'elle soit trop faible, mais il ne faut pas qu'elle soit trop élevée aussi. Donc, il y a un juste milieu à trouver. Et en ça, donc, moi, en tant que PCN, je peux avoir une valeur ajoutée puisque je vois passer pas mal de projets et je commence à avoir une base de données sur ces ratios par rapport au type de projets qui sont demandés, qui vont dans l'Innovation Fund. Également, 3 points bonus. La capacité d'absorption du carbone, les autres GES qui peuvent être évités dans le process technologique qui sera développé, et l'engagement à utiliser l'électricité à partir de l'énergie. On peut passer à la prochaine diapo. Merci. Quelques points marquants sur l'Innovation Fund. Oui, bien faire attention aux critères. Critère numéro 2, c'est le critère le plus important de l'Innovation Fund, puisqu'il concerne l'évaluation des émissions de GES qui seront évitées. Il faut construire un scénario de référence et comparer la technologie qui sera développée par rapport à ce scénario de référence. En ça, moi, je recommande de prendre l'appui d'un bureau d'études qui sera à même de consolider ces scénarios. Et c'est un point qui sera apprécié par les évaluateurs de l'Innovation Fund. Avant, c'était quelque chose qui était obligatoire dans les précédents calls de l'Innovation Fund. Ça a été allégé dans les cahiers des charges pour pour faciliter les candidatures des porteurs de projets. Mais ceci étant, cela évite, il faut garder, je pense, cette bonne pratique. Cela permet d'augmenter la crédibilité des hypothèses qui sont prises, puisque c'est également noté sur 3 points quand on regardera plus en détail les critères de notation. Et également, ça permet d'ajuster au mieux ce ratio, le cost efficient que j'ai évoqué tout à l'heure, la demande de subvention sur la quantité de GES évitée. Donc, on a tout intérêt, en tout cas, moi, je vous recommande fortement de prendre un bureau d'études qui permettra d'auditionner ces émissions de GES évitées. Et la Commission européenne appréciera, bien sûr, elle se posera moins de questions sur ces problématiques si ça a été audité. Également, un autre point marquant, c'est la subvention. Il y a 80% de la subvention, 40% de la subvention qui peut être accordée avant le financier close et 60% après. Et généralement, il y a 10% de la subvention qui est accordée à la mise en service de l'installation. Alors, le financier close, c'est la clôture financière, elle doit intervenir 4 ans après la signature de la convention de la subvention. Prochaine diapo. Voilà, donc au niveau j'ai remis ici quelques slides des prochains événements ou ceux qui sont passés, où on peut retrouver le replay. Également, d'autres présentations qui ont été faites, soit par la Commission européenne ou soit par d'autres institutions. À noter que la Commission organise le 4 et 5 juillet une orientation session, ce qui permet c'est sur 2 jours, ça se fait en visio, il faut s'inscrire. Et la Commission viendra échanger, préciser le cahier des charges, thématique par thématique, sur les projets, par exemple hydrogène, sur des projets type CCUS, etc., ou énergie renouvelable. Donc, chaque fois des créneaux qui sont bien spécifiques à chaque technologie pour bien guider les porteurs de projets. Donc, ça sera très intéressant puisque ça permettra pour les porteurs de projets de faciliter le montage des dossiers. À noter, donc, il y a la page de l'Innovation Fund également que j'alimente au fur et à mesure, et la fac de l'Innovation Fund, où quand vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions et également à consulter cette fac qui est très riche. On peut passer à la prochaine diapo. Voilà, donc cette diapo présente la synergie de l'Innovation Fund avec les autres fonds. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la subvention de l'Innovation Fund n'est pas considérée comme étant une aide d'État. Donc, on peut le cumuler également avec d'autres dispositifs comme Horizon Europe
également InvestEU, le CEF, Connecting Europe Facility, le Modernization Fund, ou le programme LIFE, où je rappelle qu'il y a un PCN à la DGEC également sur la partie transition énergétique, énergie propre, et éventuellement tout ce qui va concerner les soutiens des programmes nationaux. En France, ça concerne surtout le programme France 2030 en fait. C'est le nouveau-né des dispositifs qui vient après les programmes d'investissement d'avenir, les PIA. Et voilà. Donc, en résumé sur l'Innovation Fund, il faut avoir en tête que ça concerne des projets innovants, mais il y a une absence de critères sur le niveau de TRL qui est attendu. Ça, c'est un point intéressant. L'Innovation Fund se positionne comme étant soit des premiers pilotes ou des premiers démonstrateurs, ou également un déploiement d'une technologie, donc un déploiement de premières usines. Voilà. Et le scope de l'Innovation Fund également, quand on monte le scénario de référence, il faut prendre une période de 10 ans. C'est ce qui est prévu dans le cahier des charges. Donc, on va sur les 10 prochaines années, il faut que le porteur de projet monte ce scénario et qu'il montre comment il peut déployer sa technologie, et puis la quantité de CO2 qu'il pourra éviter. C'est un dispositif de plus en plus attrayant, l'Innovation Fund. Chaque année, les enveloppes sont augmentées. Donc, je vous invite donc à suivre, par exemple, le cours du prix de la tonne de CO2 pour savoir comment évoluera à l'avenir l'Innovation Fund. Oui, mes recommandations pour l'Innovation Fund, on n'y va pas seul. Je recommande fortement de prendre 1 ou 2 bureaux d'études. Un bureau d'études pour le montage du dossier et un autre pour l'audit sur la méthodologie des GES. Je ne connais pas de lauréats qui n'ont pas été accompagnés, qui y sont allés seuls. J'en ai pas vu. Je dis pas que c'est pas impossible, mais je n'en connais pas. Point marquant, je insiste dessus, c'est le porteur de projet qui fixe le montant de la subvention qu'il souhaite et qui se traduit dans le ratio, le cost efficient qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, je rappelle également possibilité de se faire accompagner par la BPI via le DIAG Europe. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Merci beaucoup Fabien. Donc je vous propose en fait de garder les questions pour la fin en fait de la séance, comme ça vous aurez eu toutes les informations. Vous avez mentionné le DIAG Europe chez BPI France. Je tiens juste à rappeler aussi qu'il existe des dispositifs d'accompagnement des entreprises au niveau des régions. Alors je sais que pour les régions concernées par Zéro Futur, donc Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez des dispositifs avec des modalités différentes selon les régions. Donc je peux vous encourager aussi à prendre contact avec vos référents Europe dans les pôles pour en discuter, parce que c'est aussi un dispositif assez intéressant pour l'accompagnement justement des entreprises sur les projets européens et notamment la prise en charge des frais liés à l'accompagnement par des cabinets de conseil. Et justement, c'est ce qui nous permet de faire le lien avec nos 2 autres intervenants. Pardon, voilà. Donc, le cabinet de conseil Nextinso Innovation Croissance. Donc, je vais laisser la parole tout simplement à Linda et Jean-Michel. Oui, je vais vous laisser la parole. C'est bon. Merci Bérénice. Bonjour à tous. Donc, Linda Oukassine. Moi, je suis responsable de l'activité énergie au sein du cabinet Inextinso Innovation Croissance. Alors, le cabinet Inextinso Innovation Croissance, c'est un cabinet spécialisé en management de l'innovation et il couvre l'ensemble des métiers de l'innovation. Donc, on a les levées de fonds, les études de marché, stratégie, montage de projets, transfert de technologie. On a également une équipe dédiée au développement durable, notamment sur la quantification. Donc, le cabinet, il accompagne tout type d'entreprise, de la start-up au grand groupe. Et nous sommes spécialisés, entre autres, sur le montage de projets, notamment sur le dispositif de financement Innovation Fund. Donc là, l'idée, c'est que je vous présente un petit peu notre retour d'expérience pour les nombreux projets que nous avons accompagnés, aussi bien sur les volets large scale que small scale. Et je vous présenterai ce retour d'expérience avec mon collègue Jean-Charles Michaud, qui, lui, appartient à l'équipe développement durable
et est spécialisé en quantification et notamment sur l'évaluation des émissions des gaz à effet de serre qui est nécessaire, en tout cas on le demande au niveau du dossier. Voilà, si vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais vous présenter déjà comment préparer un dossier gagnant. Jean-Charles vous présentera comment aborder la méthodologie d'évitement des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, j'ai aussi préparé, on a préparé avec Jean-Charles une slide sur les réponses aux questions qui ont été posées en amont du webinaire par les inscrits. Alors, tout d'abord, au niveau de la composition du dossier, voilà. Alors, il faut savoir que c'est un dossier très complexe et par rapport aux autres dossiers classiques au niveau d'Horizon Europe, par exemple, c'est assez différent. Le volume de données à fournir est conséquent. Alors, il faut savoir qu'on a déjà une partie administrative, hein, comme dans tout projet européen. Cette partie est à compléter directement sur la plateforme. Ensuite, on a une partie technique qui va présenter le projet. Et là, vous avez un template qui est fourni par la Commission européenne. Cette partie technique, elle présente le projet au niveau des 5 critères recommandés par l'Innovation Fund, que vous a présenté tout à l'heure Fabien de la Falise. Et ce document, qu'on appelle aussi Application Form, ne doit pas dépasser 80 pages. Voilà. En plus de cette partie technique, le dispositif demande pour le dossier une étude de faisabilité qui doit rester dans une limite de 60 pages. Et ce template n'est pas fourni par la Commission européenne, tout simplement parce que à chaque projet, sa propre étude de faisabilité. Et c'est également là-dessus qu'on va évaluer la partie maturité du dossier. Donc c'est pour ça que l'Innovation Fund ne va pas financer d'études de faisabilité puisqu'il vous demande d'en présenter une. Donc, ça va permettre d'évaluer la faisabilité du dossier, notamment au niveau opérationnel, au niveau économique et au niveau technique. Ensuite, on vous demande également un Gantt, un planning de Gantt. Le template est fourni par la Commission européenne. Est-ce que vous pouvez avancer, s'il vous plaît? On demande également un dossier qui s'appelle, c'est la capacité opérationnelle, ou aussi c'est appelé Participant Information. Et là, on va décrire dans ce dossier, dans ce document, pardon, on va décrire la capacité de l'entreprise à pouvoir exécuter le projet sur la durée du projet. C'est-à-dire les compétences de l'entreprise même et puis les compétences de chacun des membres de l'équipe qui va faire partie du projet. Ce template est donc fourni par la Commission européenne aussi. Ensuite, on va demander au sein du dossier un business plan. Ce business plan n'est pas, enfin le template de ce business plan n'est pas fourni par la Commission européenne, puisqu'à chaque projet son propre business plan. Et donc la description de ce business plan, qui va inclure aussi une étude de marché du projet, ne doit pas dépasser 60 pages. Au sein de ce business plan, alors en plus de ce document Word de 60 pages, bien sûr, ce n'est pas une cible, c'est une limite, eh bien, on a 2 fichiers Excel détaillés qu'on doit fournir. Un fichier qui va présenter le business plan du projet, donc un fichier Excel qui va présenter le propre business plan du projet. Donc là, c'est vraiment l'entreprise qui va fournir ce fichier Excel. Et un autre fichier qui va s'appeler le Financial Information File. Là, ce deuxième fichier Excel, c'est les données du premier fichier Excel qui vont être prises en compte pour appliquer la méthodologie de l'Innovation Fund afin d'évaluer le coût qui peut être demandé pour le projet. On rappelle que l'Innovation Fund Small Scale finance du CAPEX, uniquement des CAPEX. Donc, en plus du business plan, donc du document Word du business plan, il y a donc ces 2 fichiers Excel à fournir. Et l'un de ces 2 fichiers Excel est fourni par la Commission européenne. Donc, c'est le fichier Excel qui va tenir compte de la méthodologie d'évaluation des coûts de la Commission européenne dédiée à l'Innovation Fund. Par contre, l'autre fichier Excel, évidemment, comme il est propre au projet, eh bien, il n'est pas fourni. Voilà. Alors, en plus de ce business plan, il y a également le fichier Excel d'évaluation des évitements des gaz à effet de serre, qui va prendre en compte la méthodologie Innovation Fund, qui est propre, qui est vraiment spécifique
Donc Fabien tout à l'heure vous en a parlé et Jean-Charles va vous le présenter également juste après. Donc ce fichier, évidemment, le template est fourni par la Commission européenne et donc les calculs d'évitement des émissions des gaz à effet de serre vont dépendre du topic sur lequel vous vous positionnez. Donc sur le topic sur lequel dépend votre technologie. Il y en a 4 et Jean-Charles va vous les lister tout à l'heure. On a donc le stockage d'énergie, le CCUS, donc captage, stockage, valorisation du CO2. On a également énergie intensive dans l'industrie. Et le dernier, c'est énergie renouvelable. Voilà. Donc, selon le topic sur lequel vous vous positionnez, la méthodologie de calcul d'évitement des gaz à effet de serre sera différente. Voilà. Et donc, en plus de l'ensemble des documents que je viens de préciser, des documents annexes peuvent être soumis. Ils ne sont pas obligatoires, mais fortement recommandés, notamment les lettres de soutien du projet, les rapports de due diligence effectués par une tierce partie, évidemment, tout ce qui va être permitting, licence, les autorisations administratives, les autorisations environnementales, ICPCE, etc. Voilà, donc vous avez vu la complexité du dossier qui est quand même assez différente d'un dossier classique qu'on soumet dans le cadre, par exemple, d'Horizon Europe. Alors, au niveau du timing, l'idéal, c'est de bien commencer le projet au plus tôt possible. Mais là, évidemment, c'est le 19 septembre le dépôt, donc on est entre 2 et 3 mois. Et il ne faut vraiment pas tarder si vous n'avez pas commencé à construire votre dossier. Voilà, il est encore temps, mais dépasser la mi-juillet, ça va être légèrement tendu. Voilà, donc ne tardez pas à commencer à monter votre projet. La slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, au niveau du rétroplanning, là, vous avez un exemple. On l'a proposé sur 12 semaines. Évidemment, il peut être adapté selon la maturité du projet, dans le sens où si vous avez déjà soumis d'autres dossiers au préalable, ce qu'on recommande généralement, c'est de recycler un EIC accélérateur qui n'aurait pas été gagné, par exemple. Donc, au niveau du T0, donc au moment du lancement, du montage du projet, on va essayer de drafter le périmètre technique du projet. On va identifier les principales ressources internes à mobiliser au niveau des 3 volets, le volet technique, le volet environnemental et le volet financier. Donc, au niveau du volet technologique, on va définir toutes les principales hypothèses techniques et on va construire votre plan de travail. Une fois que ce volet technologique est construit, et parallèlement à ça, on va construire le volet financier et le volet environnemental. Donc, le volet financier, c'est de vérifier la cohérence de votre business plan avec toutes les hypothèses techniques. Et le volet environnemental, il va consister à estimer les évitements des émissions de gaz à effet de serre en cohérence avec les hypothèses techniques et financières. Donc, on a bien porté à votre connaissance une attention à la méthodologie à mettre en œuvre, qui est vraiment propre et spécifique au dispositif Innovation Fund. Et donc, ces 3 volets sont à construire en parallèle et sont communicatifs. C'est-à-dire que si vous changez un paramètre au niveau du business plan, ça va influer sur les évitements de gaz à effet de serre et inversement. Et puis également, quelques paramètres au niveau du volet technique peuvent influencer les 2 autres volets. Voilà, donc au bout de 6 semaines, a priori, on vérifie bien l'homogénéité de toutes les hypothèses, et également l'homogénéité de toutes les données. On va essayer de figer dans la mesure du possible le business plan et le calcul des évitements des gaz à effet de serre. Alors, une fois que ces 6 semaines sont passées, slide suivante, s'il vous plaît. Là, on va pouvoir commencer la rédaction, puisqu'on aura bien analysé en fait le socle documentaire, on aura bien défini le périmètre et bien construit le squelette. Et donc, on va pouvoir se lancer dans la rédaction pendant 3 semaines, en accord avec les indications de l'appel à projet, notamment au niveau de l'étude de faisabilité, puisqu'on aura défini spécifiquement ce document par rapport à votre projet. Souvenez-vous, le document étude de faisabilité ne présente pas de template proposé par la Commission européenne. La Commission européenne ne propose pas de template pour l'étude de faisabilité. Et donc, on va essayer de le construire par rapport à votre projet. Pareil pour le business plan. Le Gantt, il est en accord avec le template fourni. Et le Participant Information également en accord avec le template fourni.
Ensuite, pendant ce laps de temps-là, on va essayer de récupérer toutes les lettres de soutien, les preuves supplémentaires à apporter au dossier de candidature et également les rapports du diligence que vous aurez pu effectuer antérieurement, qui permettront à aider à renforcer la crédibilité de la maturité du projet. Voilà, et puis ensuite, le temps restant, ce qui est important, c'est d'accorder un temps à la relecture du dossier complexe, qu'il est complexe, il y a des données un petit peu sur les 3 volets, vérifier la relecture croisée, la vérification, la crédibilité des argumentaires également. La rédaction du document de synthèse, la part B, ce que j'ai appelé document technique, hein, la présentation du dossier, contenant les 5 critères présentés par le PCN tout à l'heure, Fabien de la Falise. Et puis ensuite, il va y avoir une intégration de toutes les données clés directement sur la plateforme qu'on va appeler part C. Là, c'est à faire vraiment dans la dernière semaine, puisque, a priori, la dernière semaine, toutes les données clés obtenues sont figées. Exemple, le financement demandé, la valeur, le résultat en fait, des évitements des émissions de gaz à effet de serre, et puis d'autres données, évidemment. Et puis aussi la soumission du dossier, donc le dépôt du dossier, est vraiment à réaliser la veille de la date limite officielle afin de sécuriser la soumission finale et puis d'assurer une évaluation au dossier. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que le helpdesk, c'est une plateforme sur laquelle on a la FAQ, donc la fois en question, et toute question nouvelle peut être déposée auprès du helpdesk et ensuite sera diffusée sur la FAQ. Mais le délai de réponse par rapport à une question donnée s'échelonne entre 1 et 2 semaines. Donc, il faut tenir compte de ce délai de réponse. Donc, il faut poser les questions au plus tôt, ne pas attendre les derniers moments pour poser les questions au helpdesk. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc une fois qu'on a bien cadré la composition du dossier, le timing et puis le rétro-planning, il y a un point qui est important, c'est la méthodologie d'évitement des émissions des gaz à effet de serre. Et là, je vais laisser mon collègue Jean-Charles Michaud vous présenter ce focus sur la méthodologie. Merci Linda. Donc effectivement, je vais prendre la suite sur la partie méthodologie GSG, enfin GES en français, pardon. Donc pour information, nous de notre côté, c'est un retour d'expérience sur peut-être une petite dizaine d'innovation funds qu'on a déposé essentiellement, enfin beaucoup sur des large scale, mais aussi sur des small scale. Donc le premier point, c'est qu'effectivement, il y a, comme le disait Linda, une méthode qui est riche parce qu'il y a une méthodologie à lire qui doit faire peut-être entre 100 et 150 pages, ça dépend des années. Il y a des nombreux fichiers Excel qui vous aident à remplir et à comprendre comment fonctionnent en fait les différents topics, puisqu'il y a un fichier Excel par topic. Par contre, ce qui est bien important, c'est de prendre connaissance de la dernière version de la méthode, parce qu'il y a eu des modifications qui ont été assez importantes dans la stratégie à adopter au fil des années. Par exemple, en 2015, on avait 5 points sur les émissions évitées absolues et 5 points sur les émissions évitées relatives sur 60 points, alors qu'aujourd'hui, on n'a plus que 2 points sur les absolus et 5 sur les relatifs, mais aussi 5 sur la partie calcul. Et donc, il faut bien prendre connaissance de ces conditions du call parce que ça a une influence directe sur la stratégie à adopter. Et notamment, nous, on conseille de valoriser une bonne justification des calculs, des hypothèses, etc., plutôt que d'essayer d'aller gratter quelques tonnes d'émissions de GHG supplémentaires pour avoir une meilleure note sur les émissions absolues.
Ensuite, il est extrêmement important de bien se positionner sur le bon topic, puisque en fait les calculs en fonction du topic GAG qui va être choisi ne sont pas les mêmes. C'est ce que disait Monsieur de la Falise tout à l'heure. Il y a un scénario de référence qu'il est nécessaire de construire dans certains cas, dans d'autres, il est déjà construit et proposé dans la méthodologie. Et les philosophies, même presque de calcul qui sont derrière, sont relativement différentes d'un cas à l'autre. Donc là-dessus, l'idée, c'est de s'appuyer avant tout sur quel est l'objectif du projet et qu'est-ce qui va être financé. Donc c'est à bien voir avec les collègues qui travaillent sur la partie finance et sur la partie technique pour que ça soit cohérent, comme le disait Linda tout à l'heure. C'est extrêmement important d'être cohérent entre les différentes parties. Un exemple, nous, qu'on a eu à un moment donné sur une soumission, on avait certains intrants qui étaient comptabilisés sur la partie finance parce qu'ils étaient chers, mais pas sur la partie GAG parce qu'ils les émettaient peu de gaz à effet de serre. Et inversement, on avait aussi des produits qui émettaient beaucoup de gaz à effet de serre, enfin, des intrants qui émettaient beaucoup de gaz à effet de serre, mais qui étaient peu chers et qui étaient du coup pris en compte côté GAG et pas côté plan de financement. Et donc, c'était un mois de la soumission, donc on avait encore un petit peu de temps, mais ça a changé un peu les chiffres et la stratégie de s'être rendu compte de ça. Et c'est le genre de choses dont il ne faut pas se rendre compte à 10 jours ou 15 jours de la soumission. Est-ce qu'on peut avoir le slide suivant, s'il vous plaît? Merci. Et donc, ce que je voulais aussi faire ressortir, c'est que la méthodologie est riche, bien construite, mais aussi incomplète, puisqu'elle s'attache à traiter des scénarios les plus génériques, on va dire. Donc, il y a forcément des trous dans la raquette. Moi, il n'y a pas un cas où on était pile poil dans ce qui était proposé dans la méthodologie et on n'a pas eu à faire quelques extrapolations sur la philosophie de la méthodologie. Donc, c'est important de bien comprendre quelle est la philosophie de la méthode, de faire abstraction potentiellement de calculs qui sont faits suivant d'autres méthodes, parce que donc moi, je ne me suis pas présenté, mais effectivement, mon background, c'est plutôt de faire des analyses cycle de vie, des bilans de gaz à effet de serre, et c'est pas tout à fait aligné avec ces méthodes-là, avec des choix qui peuvent être des choix méthodologiques forts, par exemple, considérer que l'électricité à horizon 2050 aura 0 impact en termes de CO2. Et donc, c'est tout ça qu'il faut réussir à bien mélanger, pour s'imprégner de la philosophie. Il ne faut pas hésiter. Pardon. Allô? Oui. Donc, il faut aussi ne pas hésiter à poser des questions au helpdesk. J'espère que vous ne m'avez pas perdu. Comme le disait Linda tout à l'heure, par contre, les poser très rapidement. Nous, c'est un des points qu'on essaye de voir le plus rapidement possible dans les 10-15 premiers jours de la mission, parce qu'on a des temps de réponse qui peuvent être un peu longs, notamment si on a des questions qui sont relativement techniques et qui sont sur les trous qu'il pourrait y avoir dans la méthodologie. Il faut aussi ne pas hésiter à contacter les représentants locaux. Notamment l'année dernière, on avait fait appel à Monsieur de la Falise pour certains points parce que on avait un projet qui était un peu en dehors des clous par rapport à la méthodologie. Et ça nous a aidé à bien comprendre la philosophie et donc à soumettre quelque chose qui a été derrière validé. Et c'était notamment un des projets gagnants. Voilà grosso modo pour les grands points sur la méthodologie GAG. Alors ensuite, on vous présente aussi les réponses aux questions des participants qui ont été posées en amont du webinaire. 3 axes ont pu être distingués au niveau de l'éligibilité des candidats et des coûts. Donc, on nous a posé la question par rapport à l'éligibilité des RTO, donc des organisations Research and Technology Organization. Donc, la réponse est oui.
puisque l'Innovation Fund, comme l'a précisé tout à l'heure, je crois que c'était Fabien de la Falise, le PCN, tout projet soumis à l'Innovation Fund doit être porté par une entreprise privée. Donc, soit l'entreprise y va seule, soit elle y va en consortium, mais elle porte, le leader, ça doit être porté par une entreprise privée. Il peut même y avoir des publics qui s'insèrent, mais par contre, le leader, c'est vraiment une entreprise privée, ou soit elle y va en société de projet. Si une société de projet soumet à l'Innovation Fund, soit sous forme de SPV, GIE ou autre, eh bien, elle est aussi privée. Donc voilà, donc, oui, les RTO sont éligibles. La taille des entreprises ciblées, eh bien, tout type d'entreprise dans la mesure où elle est capable d'assurer 40% du financement, puisque l'Innovation Fund finance uniquement 60% du total CAPEX. Donc, elle doit présenter une solidité au niveau de sa santé financière. Donc, et donc présenter un résultat qui permet d'assurer les 40% autres, de financer les 40% autres en CAPEX. Monobénéficiaire en consortium, donc là, j'en ai répondu, ça peut être les deux. Au niveau du chiffre d'affaires, donc on n'a pas très bien compris cette question. Est-ce que c'est par rapport à un chiffre d'affaires de l'entreprise? De ce que j'ai compris par rapport à la façon dont la question a été posée, donc si le participant qui a posé cette question est présent, il peut intervenir. L'entreprise qui est en mesure d'assurer 40% du financement de CAPEX, puisque 60% est financé par la Commission européenne, peut déposer un projet. Je ne sais pas si la personne qui a posé cette question est en ligne. Autrement, on continue, on verra tout à l'heure. Nombre d'années d'existence, c'est pareil, par rapport à la capacité à financer ces 40%. Situation géographique en Europe. Elle doit être située en Europe. Au niveau des coûts, eh bien, les coûts, ce sont les CAPEX qui sont éligibles. Ce sont les CAPEX qui sont éligibles. Mais attention, ce qu'on appelle CAPEX dans la méthodologie IF ne correspond pas forcément au CAPEX de façon générale. Il y a des coûts qui peuvent être considérés en OPEX qui sont dans la méthodologie IF considérés comme des CAPEX. Donc là, nous, on peut en prendre compte. Alors, si c'est précis dans la méthodologie IF, on peut en tenir compte puisque on a des experts aussi financiers. Donc là, ça fait partie de l'un des trois volets qui s'assure de cette précision au niveau de la méthodologie, au niveau de quel coût à considérer. Mais il faut savoir que l'Innovation Fund Small Scale ne finance que les CAPEX avec bien sûr une définition précise de ce qu'elle considère comme CAPEX. Voilà. Au niveau des activités financées, développement commercial, oui, technique, oui, industriel aussi, RH, mais ça dépend si le RH est positionné en termes de R&D et si c'est par rapport au management du projet ou pas. Mais la personne qui a posé cette question, elle pourra toujours revenir vers nous et selon la précision, on pourra, selon le détail de la question, on pourra préciser si oui ou pas les coûts est éligible. Il s'agit juste de brancher le... Excusez-moi. Par rapport au niveau de TRL, donc il n'est pas précisé, par contre, on conseille à partir de 7. TRL 7. Mode de fonctionnement du programme, prise de participation pré-subvention, c'est sous forme de subvention. Et le montant maximal pour les small scale, le montant qui est financé doit présenter un CAPEX entre... Enfin, le dossier doit présenter un CAPEX qui est compris entre 2,5 et 7,5 millions d'euros. Et la commission finance à hauteur de 60% de ce CAPEX, compris entre 2,5 et 7,5 millions d'euros. Donc faites attention parce que si vous présentez un CAPEX dans votre business plan au-delà de 7,5, vous n'êtes pas éligible. Donc le dossier n'est pas évalué. Ça, c'est très important. Voilà, c'était... en tout cas, c'était des questions qu'on avait reçues juste avant le webinaire, donc peut-être qu'il y en a d'autres. On reste à votre disposition pour toute question. Précision. Merci beaucoup, Linda. Donc, vous avez les coordonnées du cabinet de conseil. On transmettra bien évidemment des slides et le lien du webinaire aussi par la suite. Alors,
Peut-être juste avant de passer aux questions, et je vais arrêter le partage maintenant, je vais laisser la parole à Emmanuel pour ton retour d'expérience également. Oui, merci. Moi, je voulais vous partager un peu notre expérience. Alors, elle date un petit peu. En fait, c'était au moment où on a lancé notre programme Picasso. Donc, Étienne en a parlé un petit peu, mais pour rappel, donc c'était un programme au niveau du territoire qui regroupait l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, des émetteurs de CO2 en passant par la capture, le transport et le stockage du CO2. Donc, c'était au niveau du territoire. Donc, c'est un programme qu'on a commencé à réfléchir, élaborer pendant le confinement. Donc, c'était au printemps 2020. Et on avait entendu parler qu'il y aurait justement les premiers appels de l'Innovation Fund qui sortiraient, je crois que de mémoire, c'était au mois de décembre. Donc, on était vraiment dans les prémices de ce dispositif. Donc, nous, on s'est aperçu on avait vraiment l'intention de répondre, mais on a identifié assez rapidement que la gouvernance du programme, donc le consortium, était encore trop à l'état d'ébauche pour pour pouvoir répondre à l'Innovation Fund, parce que le consortium n'était pas assez solide et défini. Ensuite, maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça serait beaucoup plus solide. On avait un problème de méthodologie aussi sur le calcul des émissions avant-après, qui est quand même une grosse part de ce dispositif. Sur la partie innovation, ce qui était notre atout, c'était ce projet de territoire onshore et non pas offshore, contrairement à tout ce qu'on peut voir en programme de CCUS. Qui maintenant n'est plus un caractère innovant, ce qui fait qu'un peu plus tard, on a voulu déposer, mais ce caractère innovant n'était plus, celui sur lequel on voulait jouer n'était plus innovant à ce moment-là. C'était donc le territorial onshore pour du CCUS, c'était déjà vu. Voilà. Et puis, on a eu aussi ce problème on va dire, de cofinancement. Donc, pour les industriels impliqués, c'était, on va dire, OK. En revanche, pour les territoires, ça pouvait être l'agglo, la communauté, le Game Park qui est au niveau de Lac, ou alors la communauté transpyrénéenne, c'était plus un problème, parce que là, par rapport aux échéances, il fallait mobiliser plus d'acteurs. Donc là, maintenant, c'est quelque chose, on se pose la question de se repositionner sur ce dispositif, d'autant plus que ce que l'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué par rapport à l'époque, on va dire. Il y a le fait que qu'on soit plus obligé d'être en consortium. Bon, nous, on voudrait rester en consortium. Et puis, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est un dispositif qui évolue beaucoup et très vite, et qui est très versatile, qui s'adapte beaucoup, à mon avis, à tous les retours d'expérience, qui capitalise sur les retours d'expérience, ce qui est relativement rare, je trouve, dans les dispositifs européens. Il y a l'enveloppe augmente, ce qui facilite beaucoup de choses, mais je trouve qu'il y a une vraie écoute entre les gens qui proposent ce dispositif et les porteurs de projets. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, Manuel. Alors, on va commencer avec les questions. Alors, il y en a eu quelques-unes, du coup, qui ont été répondues. Je ne vais pas prendre celles qui ont été répondues, peut-être. Ok. Alors, je vais prendre celles qui n'ont pas été répondues. Donc, dans la première, dans le cadre de création d'usine, la subvention fonctionne-t-elle sur le foncier, sur la création de l'usine liée au projet?
Alors, c'est une question qui s'adresse euh, je suis en train de la relire. Alors, pour moi, ça s'adresse plutôt le foncier n'est pas concerné, mais à regarder plus finement dans le cahier des charges, puisque je pense que le foncier sera exclu de l'assiette. Donc, je pense que je demanderai plutôt au bureau d'études s'ils peuvent confirmer ce point-là. Alors, a priori, en tout cas pour les large scale, il n'était pas nécessairement exclu de l'assiette. On pourra vérifier pour le small scale. Je pourrais revenir vers vous pour vérifier attendez, excusez-moi. Je pourrais revenir vers vous pour vérifier ce point-là, excusez-moi. Pour le foncier, parce que dans le cadre du small scale, c'est uniquement la subvention sous forme de CAPEX. Et là, j'avais précisé tout à l'heure que le CAPEX est spécifique à l'Innovation Fund. Et ce qu'on appelle CAPEX, ce n'est pas forcément la même définition dans la méthodologie IF. Donc là, c'est à vérifier pour le small scale. Je veux bien. Alors, je ne sais pas si la personne a laissé son mail ou son nom. La personne SL qui a répondu. C'est une de nos adhérentes, donc je pourrais vous d'accord, je pourrais renvoyer la réponse à Gilles Futur et puis qui relaiera du coup. Donc là, c'est pour le foncier, donc à vérifier pour le small, effectivement. Les dates futures de relève de dossier après celle du 19 septembre, si c'est dans le cadre du small scale, c'est l'année prochaine. Sinon, je ne sais pas si Fabien, tu peux répondre pour le medium scale et le large scale, mais là, c'est d'autres montants en CAPEX. Alors oui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un dispositif Innovation Fund qui est assez attractif. Hein. Il y a beaucoup d'argent en ce moment, donc la Commission réfléchit à lancer d'autres dispositifs comme un medium scale project qui serait les contours sont en train d'être définis, hein, mais a priori les derniers éléments que j'ai, ce serait pour des projets entre 7,5 et 100 millions d'euros. Mais moi j'en sais pas plus. Il y aurait également un autre dispositif qui concerne les auctions hydrogène, les enchères hydrogène, avec la banque de l'hydrogène. Vous pourrez retrouver d'informations sur le site de la Commission à ce sujet. Pareil, j'ai pas vu le cahier des charges, mais en cours de rédaction. Mais tous ces dispositifs doivent être lancés avant la fin d'année. Et également, il y aurait, comme chaque année, le Large Scale Project qui devrait être lancé en fin d'année, vers novembre, je pense pas, comme c'est fait usuellement. Alors ensuite, pour la prochaine question, est-ce que les projets peuvent avoir démarré avant le dépôt du dossier? Non. Mais je dirais non. Non, c'est le lendemain de la date de dépôt. Voilà, après, à vos risques et périls, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un retraitement dans l'assiette. Alors, les dépenses éligibles, effectivement, sont éligibles, enfin, les dépenses sont éligibles à partir du lendemain de la date du dépôt. Et effectivement, si le projet ne passe pas, effectivement, c'est à vos risques et périls, on est d'accord. Si le projet n'est pas gagné. Donc, vous pouvez démarrer avant les résultats du projet, mais pas avant la date de dépôt. On a une autre question, donc cette fois-ci dans la fac. Pouvez-vous valider que les projets sur la thématique des Sustainable Aviation Fuel et hydrogène pour le secteur de l'aéronautique sont éligibles pour ce small scale-là? Pas très bien entendu la question. Entendu non plus. Les projets sur les thématiques des Sustainable Aviation Fuel et hydrogène pour le secteur de l'aéronautique sont-ils éligibles pour le small scale? Il faut regarder si c'est des activités qui sont inscrites dans la directive ETS. Là, c'est sûr, la thématique hydrogène, il n'y a pas de souci, on peut y aller. Mais c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de projets sur les carburants. Je pense que ça doit être jouable, je pense. Là, je m'en remettrai au bureau d'études, Linda.
J'ai coupé mon micro. Alors, pour le Sustainable Aviation, faut regarder le scope du projet. C'est Benjamin Lopez, hein, c'est ça qui a posé la question. Benjamin, tu es en ligne? Benjamin? Ok. Il a peut-être quitté. Donc, le Sustainable Aviation Fuel, faut regarder le scope du call. Dans la mesure où ça évite des émissions de gaz à effet de serre, a priori, ça peut être pris en compte en termes de technologie qui évite des émissions de gaz à effet de serre. Ok, oui, je suis en ligne, mais je ne peux pas mettre voilà, c'est plus sur le topic EI. Jean-Charles, je ne sais pas si tu peux nous confirmer, a priori, c'est dans la mesure où la technologie proposée à mettre sur le marché, à déployer sur le marché, évite des émissions de gaz à effet de serre, elle est éligible. Après, effectivement, il faut qu'elle soit innovante, il faut qu'il y ait un degré d'innovation important. Est-ce que ça répond à ta question, Benjamin? Ok, merci. Oui. Jean-Charles, tu voulais... Non, juste pour compléter, je pense que la difficulté sur un projet comme ça sera de réfléchir au scénario de référence en fait sur lequel on se base, qui ne sera pas forcément évident. Je suis pas sûr, en tout cas comme ça, que ça rentre facilement dans les cases. Par contre, je pense qu'il n'y a pas non plus de choses qui sont exclues par principe en fait, hein, de l'IF. C'est juste qu'il faut réussir à voir comment ça peut rentrer dans les cases actuelles. Et si ça rentre pas, si ça rentre dans les autres, parce qu'il y a pas mal de autres aussi. C'est une précision, c'est qu'il y a quand même une volonté, moi je l'entends souvent ce discours à la commission, hein, c'est une volonté d'ouvrir l'Innovation Fund à d'autres technologies comme l'aviation, les fuels, les sustainable fuels, etc., au maritime. Je pense que ça va se faire un de ces quatre. Hein, l'Innovation Fund pourrait s'ouvrir plus, je dirais, se positionner vraiment clairement sur ces technologies-là. Notamment, ça viendrait dans le cas de l'élargissement du marché des ETS qui est prévu au maritime et à l'aviation prochainement. Alors l'aviation, je sais pas si c'est fait, il faut regarder les directives européennes, les discussions au sein du Conseil et au sein du Parlement européen. Je sais que pour le maritime, ça a été fait. Mais alors pour l'aviation, je sais pas quand exactement ça va se faire, mais je sais que ça se discute. Et donc pour moi, c'est juste une question de déploiement, à quel moment on fait, en fait. Mais ça viendra, je pense. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Alors, dans le chat, oui. Dans les questions-réponses. C'est le moment ou jamais, en fait, de pouvoir bénéficier justement des retours d'expérience d'experts. Donc, allez-y. Je n'ai pas vu la question. J'ai entendu non plus la question. Autrement, il n'y en a pas, en fait. Ah, d'accord. Okay. Ah. J'invite juste nos participants, en fait, à en poser. Voilà. Pas de dernière question, du coup? Eh bien, si il n'y en a plus, du coup, je vais remercier au nom de toute l'équipe d'organisation, tous nos intervenants. Merci d'avoir pris le temps de participer, d'intervenir, de présenter et de répondre aux questions. J'imagine que vous restez à disposition de nos participants justement pour répondre à d'éventuelles questions par la suite. Et comme je le disais tout à l'heure, nous transmettrons aux participants bien évidemment des slides et les liens vers les replays. Donc voilà. Donc je ne sais pas si mes collègues des autres pôles souhaitent ajouter quelque chose en mot de conclusion. Non. Et ben voilà. Donc nous allons conclure ce webinaire. Merci beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute autre question, que ce soit les experts qui sont intervenus, mais également vos référents Europe dans les pôles. On est là pour vous accompagner également. Et on vous souhaite une belle fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci, au revoir.